Static Shock, Minuscule, Georges Rétréci ou encore Petite Princesse, que de dessins animés qui doivent sûrement vous replonger instantanément en enfance. Une époque nostalgique, douce et sucrée, où tout paraissait plus facile. Et vous voyez ces exemples que je viens de citer, je ne les ai pas choisis au hasard. Comme pour mes 3 premiers épisodes, on ne va pas traiter des dessins animés trop connus, cultes ou ayant perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Des dessins animés comme Bip et Coyote, Avatar le dernier maître de l'air ou encore Dora l'exploratrice. On va plutôt pointer nos projecteurs vers ces centaines d'autres dessins animés n'ayant pas connu cette chance, ceux qui ne vous viennent pas directement à l'esprit, voire ceux que vous avez carrément oubliés. Hormis un de ma liste qui sera tout à la fin. Mais restez là, hein, gardez un peu le suspense. Rassurez-vous, je suis là pour vous remémorer une nouvelle fois tous ces dessins animés. En attendant, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous embête une petite minute avec une confidence, je pensais que mes vidéos sur Arcane allaient marcher. Elles font partie de mes préférées de la chaîne. Si vous ne les avez pas encore vues, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous ne voulez pas rater les futures sorties de la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner afin que je puisse enfin atteindre les 50 000 avant la fin de l'année. Je sais que ça risque d'être compliqué, mais il faut y croire, je vous fais confiance là-dessus. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. C'est super important pour le référencement. Sur ce, ne perdons pas une minute de plus et dirigeons-nous vers Nostalgyland dans les souvenirs les plus enfouis de notre jeunesse. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans cet univers fantastique et nostalgique des dessins animés de notre enfance, épisode 4. Générique. Bien, comme mes 3 premiers épisodes, ne vous attardez pas trop sur le titre de ce format. Pour beaucoup, ces dessins animés sont effectivement oubliés, mais pour d'autres, clairement pas. On n'a pas tous eu la même vie, c'est normal que vous connaissiez très bien certains dessins animés que je vais aborder. Je ne présente ni des Lost Media, ni des dessins animés censurés ou inconnus. L'objectif est surtout ici de replonger en enfance le temps d'une vidéo. Et puis, vous participez grandement au développement de ce genre de vidéo en donnant vos dessins animés qui vous sont chers. La liste ne fait que grossir à chaque sortie. Vous l'aurez compris, ce format n'est pas prêt de s'arrêter. On va pouvoir alors commencer avec le premier dessin animé de la liste. Clairement, l'un de mes préférés jamais évoqué. J'ai nommé Oban Star Racers. Oban Star Racers est une série animée franco-japonaise d'animation 2D en 26 épisodes d'une seule et unique saison. Elle est diffusée à partir de 2006 en France sur France Truc et 2ONE, puis sur France 3 et Jetix France, et enfin sur Manga. Le succès de la série a entraîné son exportation dans près de 120 pays, dont les États-Unis la même année et le Japon en 2007. L'histoire de Oban Star Racer est déjà bien plus complexe que de nombreux autres dessins animés. En l'an 2082, dans un futur alternatif, notre planète Terre connaît de nombreux conflits galactiques, comme une guerre contre le peuple extraterrestre appelé les Grogs. Alors que l'espèce humaine était au bord de l'extermination, un être nommé l'Avatar, non pas lui, apparu à la vue de tous, invitant tous les peuples de la galaxie à participer à une course légendaire, déclenchant alors une trêve temporaire. On suit les aventures de Eva Wei, une jeune mécanicienne de 15 ans, s'étant échappée du pensionnat dans lequel son père, Don Wei, l'a laissée des années auparavant. Le destin les réunit à nouveau à travers cette course destinée à sauver l'humanité. Il fallait que je commence par ce dessin animé. Vraiment, en y repensant, je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas parlé dès le premier épisode tellement il m'a marqué. Et si vous êtes amateur des films Star Wars, vous aurez bien évidemment reconnu sa principale inspiration, provenant de l'épisode 1, La menace fantôme, les courses de modules. Mais ne réduisons pas Oban Star Racer qu'à cela. Cette série nous offre une complexité et une attention portée aux personnages bien plus prononcée qu'un simple dessin animé de course. La série s'est démarquée par 2 grands arcs principaux. La découverte de ce monde et des personnages à travers les courses de qualification, et enfin les dernières courses déterminantes accentuées par la relation des personnages qui se complexifie et se renforce.
Eva sait très bien qui est son père. Don Wei, le meilleur manager international de course de Star Racer, et donc le chef de l'équipe représentant la race humaine. N'ayant pas été reconnu par son paternel, Eva s'impose alors comme pilote sous le pseudonyme Molly, afin de non seulement faire gagner son équipe et sauver son espèce, mais aussi tenter de renouer les liens avec son père, même si leur relation s'avère compliquée. Vous avez désobéi aux ordres, gravement endommagé notre second vaisseau, tout en mettant inutilement votre vie en danger, ainsi que celle de votre coéquipier et de votre directeur. Cette série, dont les épisodes se suivent, a encore une fois prouvé la supériorité de l'animation française couplée au mastodonte japonais. Je pense que ça se voit au design. Ce dessin animé s'adresse bien plus aux adolescents par ses thèmes comme la recherche existentielle, la quête d'identité, la violence des courses, les guerres, les relations sociopolitiques entre les différentes espèces, etc. etc. D'ailleurs, j'ai particulièrement apprécié les recherches graphiques faites sur les différentes races extraterrestres. Déjà, le personnage du prince Aika, ayant une grande place dans l'histoire, mais aussi les autres participants à la course, avec des chara-design variés et complexes, conduisant des vaisseaux tout aussi originaux et magnifiques pour certains. La direction artistique me fait grave penser à Code Lyoko avec ses personnages 2D et certains éléments modélisés et animés en 3D pour faciliter la production. Mais je peux vous dire que j'ai vraiment préféré Oban. Déjà, le fait que ce soit une série assez courte avec les épisodes qui se suivent permet de créer un attachement particulier pour les personnages. Après, j'ai découvert le dessin animé bien plus tard, parce que c'est toujours compliqué de suivre assidûment une série diffusée à la télé. Faut être abonné aux bonnes chaînes, être là aux bonnes horaires, tout ça. Mais je sais que dans sa globalité, il m'a profondément marqué comme beaucoup d'entre nous. Et pourtant, il est tombé injustement dans l'oubli. J'ai cru comprendre qu'une saison 2 était en préparation, mais l'annonce date de plusieurs années. On imagine une saison se passant quelques années après les événements de la série. Et pourquoi pas une sortie pour 2026, pour les 20 ans du dessin animé. Ça serait incroyable. Dans tous les cas, les fans du dessin animé ont été servis en 2023 avec la sortie de la version HD remasterisée. The pyramid hasn't been activated. Where is he? He's here all right, in the darkness. C'était important pour moi de vous présenter cette œuvre. Et je suis content de l'avoir vu citée plusieurs fois dans l'espace commentaire de mes vidéos. Vraiment, si vous voulez découvrir cette pépite, foncez sans hésiter. Malheureusement, longueur de la vidéo oblige, je vais devoir passer au suivant. Un dessin animé que j'ai cité à la première seconde de mon épisode précédent. Vous connaissez la tradition, ce que je cite en début se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous l'aurez alors deviné, il s'agit de Carlo Carré. Carlo Carré est une série animée canado-russe de 65 épisodes et 4 saisons. Produite par Portfolio Entertainment, elle est diffusée en France sur Canal+ en 2005. Carlo Carré suit les aventures de Karl Crashman, un adolescent paresseux, malchanceux et souvent irresponsable. Un jour, il décide de commander un clone sur internet pour lui faciliter la vie. Il partage donc son ADN et accidentellement un peu de l'ADN de son chien et reçoit alors son nouveau clone qu'il nomme C2. Contrairement à Karl, C2 est serviable, enthousiaste et toujours prêt à aider. Karl tient bien évidemment son existence secrète, sauf auprès de son meilleur ami, Jamie James. J'aimais beaucoup ce dessin animé, il avait une vibe un peu American Pie. Bon, sans les gros mots et le cul, bien sûr. Et je trouve ça presque étonnant qu'il ait été co-réalisé par des Russes. Parce que clairement, on sent la patte canadienne, ou du moins nord-américaine, dans l'ambiance générale de la série. Mais sinon, on a affaire à un dessin animé plutôt classique. Très axé humour comique de situation, mettant en scène le stéréotype de l'adolescent paresseux et nul à l'école, qui se casse plus la tête à monter des plans farfelus plutôt que de réviser et d'aller en cours. Your mission is to write a test for me tomorrow, so I can go on a top secret mission with Sky tonight. I get to go to school? Cool. Karl voit dans ce clone une opportunité parfaite pour échapper à ses corvées, à ses devoirs et aux situations gênantes du lycée. Il envoie souvent C2 à sa place pour éviter de travailler ou pour impressionner ses amis et ses professeurs. Mais ses plans tournent presque toujours au désastre parce que C2, en plus d'être naïf et simplé sur les bords, c'est un sacré boulet. Karl doit alors rattraper les erreurs de son clone tout en gardant son existence secrète. J'ai pas eu la chance de voir beaucoup d'épisodes quand j'étais plus jeune parce que ça diffère
diffusion en France n'était clairement pas incroyable. Et aujourd'hui, rien que pour les recherches faites pour cette vidéo, impossible de trouver des extraits de bonne qualité, et encore moins en français. On ne peut nier que ce dessin animé est clairement tombé dans l'oubli aujourd'hui. But look at it. It's unstable. It could blow any second. The hologram guts will be everywhere. Bon, après, on va pas se mentir que les épisodes tournaient un peu en rond, avec souvent les mêmes problématiques et les mêmes situations. Carl a la flemme, C2 fait le boulot à sa place, tout part en couille, ou à l'inverse, C2 est acclamé par ses faits, et Carl prend le seum. On parle quand même de 65 épisodes. Ils ont bien poncé le concept, je pense. Mais sinon, rien à voir, mais vous ne trouvez pas que le héros ressemble juste au youtubeur PewDiePie? Dans tous les cas, il va être difficile pour vous de retrouver ce dessin animé, à moins que vous soyez en possession de supports physiques, mais je doute que ça existe. On peut alors enchaîner avec le suivant, que j'ai aussi cité dans l'épisode précédent. Vous reconnaîtrez facilement l'apparence de son héros. Il s'agit de Robot Boy. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. J'ai quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Cool. Robot Boy. Robot Boy est une série animée franco-britannique de 52 épisodes et 4 saisons. Produite par Alphanim, elle est diffusée dans un premier temps au Royaume-Uni à partir de 2005, puis en France l'année suivante, sur France 3 dans France Truc et 2-One, puis rediffusée sur Cartoon Network France. L'histoire suit Robot Boy, un androïde à la pointe de la technologie, capable de se transformer en véritable machine de guerre. Le professeur Moshimo, à l'origine de sa création, craint que son invention ne tombe entre de mauvaises mains, notamment celle du diabolique Dr Kamikaze, désirant contrôler le monde. Moshimo décide de cacher Robot Boy dans le monde des humains. Il a choisi Tommy Turnbull, un garçon intelligent et fan de technologie, pour prendre soin de Robot Boy et lui apprendre à se comporter comme un petit garçon humain. Tommy devient alors son protecteur et son meilleur ami. Ensemble, ils vivent des aventures pleines d'action, affrontant Kamikaze et ses sbires, tout en imposant de garder Robot Boy secret. Ça y est, je pense toucher à la corde sensible de certaines personnes avec celui-là, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien la première fois que je retrouve l'ensemble des épisodes de la série en bonne qualité et en français. Il n'est peut-être pas si oublié que ça au final. Robot Boy fait partie de cette lignée de dessins animés qu'on aime tant, mettant en scène un robot comme personnage principal. Cette série a très bien pu s'inspirer du célèbre Astro Boy d'Osamu Tezuka, un androïde enfant doté d'une puissance incroyable, mais qui aspire à devenir humain en comprenant les émotions. Mais aussi Megaman, le jeu vidéo de 87, ou encore le dessin animé Jenny Robots sorti en 2003. Dans tous les cas, Robot Boy n'a pas à rougir de ses aînés en vue de sa qualité d'animation et le travail fait sur les scènes de combat. J'ai revu quelques épisodes pour le bien de cette vidéo. C'est clairement un dessin animé axé pour les enfants. Ça se ressent notamment sur les enjeux, les stéréotypes, les dialogues et les bruitages assez gaguesques. On est un peu sur un humour à la Dexter, si vous vous rappelez de ce dessin animé culte. Mais en parlant de culte, comment mentionner Robot Boy sans parler de sa transformation en robot de combat ? Je pense très sincèrement qu'elle en a fait fantasmer plus d'un. La transformation est cool et tu sais que les ennemis vont s'en prendre plein la gueule avec parfois une violence inattendue. Bon, je me permets un petit commentaire sur certains traits stéréotypés un peu douteux que l'on retrouvait dans beaucoup de dessins animés de l'époque. Mais comme je l'ai dit la dernière fois avec Funky Cops, je ne suis pas là pour juger, juste que ça ne se ferait plus trop aujourd'hui. Mon enfant, tu vas inviter ce jeune homme à la maison la semaine prochaine et nous verrons ce que nous pourrons faire. Mais bref, on va passer au dessin animé suivant. Et pour le coup, celui-là, c'est grâce à vous que je vous le présente aujourd'hui parce qu'il m'était complètement sorti de la tête avant que je commence ce format de vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à continuer à me proposer des dessins animés, ils seront traités tôt ou tard sur la chaîne. On va donc parler de Papyrus. Au commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte.
Papyrus est un dessin animé belgeo-franco-canadien de 52 épisodes et 2 saisons. Créé d'après la série de bande dessinée éponyme de Lucien Desgriter, cette série d'animation est produite par Dupuis Audiovisuel et TF1. Elle est diffusée en France à partir de 1998 sur TF1 dans l'émission TF1 Jeunesse. L'intrigue suit les aventures de Papyrus, un jeune pêcheur du Nil choisi par les dieux égyptiens pour devenir le protecteur de la princesse Théti, fille du pharaon Mérénré. Dans ce monde où la magie et les mythes prennent vie, Papyrus reçoit le glaive magique d'Horus donné par la déesse Nebou, lui permettant de combattre les forces du mal. Son ennemi principal est le dieu Seth, incarnation du chaos, qui cherche à prendre le contrôle de l'Égypte. Avouez c'est stylé. Comme je l'avais mentionné quand j'ai parlé de Mission Odyssée, quand t'es gosse, t'es obligé de kiffer ce genre de dessin animé sur base de mythologie. Et puis ça nous fait un peu réviser les dieux égyptiens. C'est déjà assez compliqué comme ça, avec des hippopotames géants à tête de galinette cendrée et queue de crocodile. Il n'empêche que cette série n'hésite pas à aborder des thèmes sombres propres à cette époque. Par exemple, dans l'épisode 1, notre héros Papyrus fait la rencontre de la princesse Théti Chérie alors qu'elle s'était faite momifier et enfermée dans un sarcophage par le prêtre du dieu Seth. Mes souvenirs sont si flous, je me souviens d'un breuvage amer. Un regard. Puis il y a eu ces ombres autour de moi. J'ai été momifiée. Chaque épisode est une mission où Papyrus et Théti doivent sauver leur monde des forces magiques. On parcourt donc les grandes étendues d'Égypte avec des personnages variés, des créatures mythologiques et surtout l'apparition divine de certains dieux renversant le cours des événements. Et ce dessin animé n'hésite pas à nous montrer la mort. Le traitement des âmes après la mort, les rituels sombres et tout le tralala lié à la mythologie égyptienne. Je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes dans ma jeunesse car le dessin animé est assez vieux. Faut dire que je n'avais que 1 an quand il est sorti et la diffusion s'est arrêtée en 2000. Mais heureusement, les épisodes sont disponibles en français sur YouTube. Ça m'a permis de revoir le fameux épisode 20 où l'on découvre la véritable identité de Papyrus, qui s'avère être bien plus qu'un simple pêcheur. Le dernier de mes descendants. Alors, je suis de sang royal ? Désormais, tu connais tes vraies origines, Papyrus. Non, vraiment, ce dessin animé était tout ce que j'aimais. De l'histoire, des moments épiques, de la tension, et le tout distribué par de grands noms du doublage, comme Alexis Thomasian pour notre héros, ou encore Elisabeth Ventura pour Théti. Pour info, c'est la voix d'Emma Stone et d'Emily Blunt. Et là où Astérix et Obélix Mission Cléopâtre avait une approche très humoristique de ce peuple et de ses coutumes, Papyrus, lui, offrait beaucoup de sérieux dans son exécution. On sent que le but premier n'est pas de divertir, mais bien de raconter une histoire. Un peu à la manière des Mystérieuses Cités d'Or côté Amérique du Sud. Papyrus est aujourd'hui un dessin animé oublié, mais je suis vraiment content que vous me l'ayez remémoré. Oh, moi ? Un pauvre pêcheur ? Un simple sujet de pharaon. Ne t'appelle-t-on pas Papyrus ? C'est vrai, dans mon village on dit que je suis né dans un fourré de papyrus. On passe donc au dessin animé suivant. Complètement différent du précédent, il y a genre aucune similitude. Que ce soit l'époque, l'humour et encore moins les personnages principaux. On va parler de Frog et Fou Furet. Frog et Fou Furet est une série d'animation française en 78 épisodes et 2 saisons. Elle est diffusée à partir de 2003 sur M6, puis sur Gulli en 2007. La série est assez intimiste, mais c'est plutôt bien exporté, surtout en Italie. Distribuée par seulement 4 voix de doublage, Gilbert Lévy, la voix de Moe dans Les Simpsons, William Corrin, la voix de Jackie Chan, oh, salut toi, mais aussi les voix de Laurence Dourlan et Suzanne Sinberg. Et c'est Philippe Vidal, le créateur de la série, qui donne sa voix pour les différents bruitages du furet. On a donc un produit bien français, bien de chez nous, au budget assez limité. Frog et Fou Furet n'est pas bien compliqué à comprendre. On y suit un furet passant ses journées à essayer d'attraper une grenouille nonchalante pour la manger. On est clairement sur du Bip Bip et Coyote. Les deux animaux vivent dans un bayou à proximité du château royal où vivent de nombreux protagonistes, tous plus excentriques les uns que les autres. Non, vraiment, quand je vous dis que ce dessin animé est vraiment différent du précédent,
c'est pas des blagues. Je crois bien n'avoir jamais abordé un dessin animé aussi débile sur ce format. Et attention, hein, je ne dénigre pas l'œuvre, juste que le gag est vraiment au cœur de la série. Un peu comme Oggy et les cafards à titre d'exemple. Donc je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde. C'est quand même sacrément débile. Fini de manger, frérot. Bientôt aller dormir dans le lit, mais avant prendre un bain dans baignoire. Oh, toute propre, changée il y a 8 ans. Dans ce monde fantastique, on y retrouve plusieurs époques mélangées, avec plusieurs endroits spécifiques comme la cour du château, les cuisines du cuisinier et le laboratoire du scientifique et du général. On retient le personnage de la grenouille comme le chill guy des années 2000, Fufuré comme une peluche Pikachu qu'on aurait acheté sur Chine, Bayou Joe comme le daron de la famille pirate après Covid, ou encore le dictateur comme... le dictateur, j'imagine. Il n'existe que très peu d'épisodes trouvables en bonne qualité. Je n'ai en ma possession que l'épisode 1 et 2 en français. Faut dire que la série n'a pas joui d'une énorme mise en lumière. À la limite sur la chaîne Gulli quand je l'ai découvert vers mes 9-10 ans. Mais je me souviens que je zappais pour regarder autre chose. On trouvait vraiment mieux aux mêmes horaires. Il n'empêche que je l'ai quand même bien retenu. Pas pour les gags ou l'histoire, s'il y en a une, mais c'est surtout pour les voix de doublage. Vraiment, je trouve que c'est l'un des éléments les plus importants pour se remémorer un dessin animé. C'est pour cela que j'aimerais réellement faire un jour un épisode dédié aux comédiens et comédiennes de doublage nous ayant marqué dans notre enfance. Va faire le ménage, seigneur. Mon prince, je vous fais serment d'allégeance et jure d'assurer fidèlement votre protection. Il y a quand même un épisode qui m'avait marqué et que j'ai heureusement retrouvé. C'est celui où le général et le scientifique font subir plein de tests chimiques sur nos deux animaux afin de créer une armée de super soldats. Je me souviens que les transformations m'avaient un peu marqué. Vous venez de pénétrer dans un espace interdit. Vous avez 3 secondes pour vous identifier. 1, 2, 3. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Je pense qu'il doit sûrement y avoir plus de gros connaisseurs parmi vous. Par contre, s'il y a bien un programme qui a touché presque l'entièreté de la France, c'est bien le prochain de ma liste, La Chouette. La Chouette est une série d'animation 3D, française encore une fois, de 52 épisodes d'1 minute. Créée par Alexandre Sceaux et produite par Studio Harry, elle est diffusée à partir de 2007 sur France 3 puis sur Canal J. Sa suite, de meilleure qualité graphique, intitulée La Chouette et compagnie, est elle diffusée en 2014 de nouveau sur France 3. On y suit une petite chouette rose vivant dans une forêt peuplée d'animaux perturbant son quotidien. Elle se voit constamment mise dans des situations compliquées, souvent par sa propre faute, à cause de son attitude négative et antisociale. Il est clair que cette chouette est une véritable peau de vache. Vous avez reconnu, j'espère. Son générique iconique, son design 3D rappelant nos tout premiers tutos sur Blender, ou encore son sound effect répétitif à chaque fois que la chouette posait un putain de pied sur sa branche. Désolé, ça me rendait fou ce truc. D'ailleurs, en parlant de sound effect, j'ai jamais vraiment compris pourquoi cette chouette faisait un bruit de canette en aluminium quand on la cognait. Et même, c'est pas que le son. On dirait presque qu'elle est faite en alu. J'ai besoin d'une explication. L'avantage de ce dessin animé, c'est qu'il est muet et donc qu'il peut s'adresser à absolument tout le monde. Ouais, c'est quand même pratique. C'est dire, La Chouette a été diffusée dans pas moins de 200 pays. Et je trouve d'ailleurs dommage que son dessin animé successeur de 2014 n'ait pas repris ce concept. On a donc à la place des épisodes plus longs de 7 minutes, avec des personnages qui parlent, avec un design certes plus abouti, mais bien plus malaisant parfois. Non, vraiment culotté de parler de type bizarre quand on a une tronche de paralysie du sommeil. Sérieux, c'est un mouton ou un babouin? Et je ne vais même pas relever que le phasme est plus grand qu'un putain de mammifère, hein. Mais revenons un peu à la chouette originale. Qui se rappelle dans les commentaires l'horaire de diffusion? Dans mes souvenirs qui sont sûrement faux ou biaisés, je me rappelle d'une diffusion avant le journal du soir. C'est pour cela que je m'en rappelle autant. Ouais, clairement, des épisodes de la chouette, j'ai dû presque tous les voir. Dites-moi pour ceux qui s'en rappellent. Allez, en échange, je vous balance un autre extrait, ça mange pas de pain.
Franchement, que de souvenirs ce dessin animé. Et je trouve que cette direction artistique moche a vraiment aidé à l'ancrer profondément dans nos souvenirs. Et quelque part, cette chouette colérique, égoïste, voire presque dépressive, met en image un humour noir qui n'a pas besoin de paroles pour exprimer ses idées. On pourrait presque voir une satire du vieux retraité français conservateur cliché. Je vais pouvoir passer à l'avant-dernier dessin animé de ma liste. Et là, chers amis, je pense en combler plus d'un ou plus d'une. Puisqu'il s'agit de la série d'animation que vous m'avez le plus réclamé lors de mon précédent épisode. Et je comprends tout à fait qu'il ait marqué toute une génération. Et il s'agit bien sûr du Royaume des couleurs. Je suis là, tout près de toi, pas de problème, pas de soucis. Tu vois, tu as plein d'amis, tous ensemble, tous en cœur, au Royaume des couleurs. Le Royaume des couleurs est une série d'animation japonaise de 70 épisodes adaptée de la série de manga pour enfants Yume no Crayon Unkoku de l'auteur et dessinateur Michiru Kataoka, paru au Japon à partir de 1964. Produite par la Toei Animation, la série est diffusée de 1997 à 99 au Japon pour ensuite être doublée dans plusieurs langues dont le français. On découvre alors cet animé à partir de 2005 sur Canal J, puis sur TJ l'année suivante. L'histoire suit une petite fille de 12 ans, la princesse Diamant, fille du roi Lumière et de la reine Opale. La princesse se distingue par son caractère bien trempé, possédant à elle seule 12 défauts principaux. Le jour de son anniversaire, alors qu'elle était destinée à devenir reine un jour, le roi des ombres, autrefois banni par l'ancienne reine Constance, refait surface. Un jeune prince inconnu du nom de Théo, offusqué par le comportement de Diamant, changea en pierre ses parents. Le sort perdurera tant que la princesse ne corrigera pas ses défauts. Elle part alors à l'aventure avec ses amis pour retrouver ce garçon et lever cette malédiction. Qu'est-ce que vous me l'avez demandé celui-là? Et je dois vous avouer un truc, je ne l'ai jamais vu. Donc pour une fois, je vais me baser sur mes recherches et non pas mes souvenirs d'enfance. C'est un peu un petit cadeau de Noël en avance que je vous fais. Déjà, commençons par casser les codes d'entrée de jeu. L'animé a un style très axé public féminin jeune à première vue. Mais, je suis sûr qu'il a parlé à bon nombre d'entre vous, que vous soyez de n'importe quel genre. Et c'est très bien. Le Royaume des couleurs fait partie de ces animés type Shoujo Magical Girl à avoir profondément marqué une génération malgré son manque cruel de matière. En effet, seulement 3 mangas, 70 épisodes et quasi aucun produit dérivé. C'est plutôt maigre, mais suffisant pour avoir créé l'engouement. Et voir ce genre d'animé s'exporter en France dans les années 2000 a été une sacrée chance, je tiens à la rappeler. C'était pas le cas pour tous les pays. Et ça aurait pu être pire avec les déclarations de Ségolène Royal en 88, voulant régulariser drastiquement les contenus audiovisuels venant du Japon. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Bon, heureusement, tout ça est loin derrière nous. Mais pour en revenir au Royaume des couleurs, cet animé a une ambiance très Little Nemo, un peu onirique et féerique. La princesse entame sa quête initiatique pour corriger un à un ses défauts, accompagnée de ses 2 amis, Patachon le cochon et Nicorico le coq. Les deux ne peuvent pas se piffrer, créant des situations burlesques tout au long de l'aventure. Et à chaque défaut corrigé, Diamant récupère un personnage légume qui, tous réunis, l'aideront à vaincre le roi des ombres. Et de ce que j'ai compris, c'est quand même une fin qui a réussi à vous faire tirer une petite larme. Le Royaume des couleurs est clairement un animé de niche, à tel point qu'il est quasiment impossible de retrouver le moindre épisode en français sur internet, du moins de la manière légale. Et comme je n'ai pas envie de me manger un virus pour seulement 20 secondes d'extrait, vous n'en aurez pas ici aujourd'hui, désolé. Mais j'ai retrouvé récemment la raison de cette absence de ce dessin animé sur les plateformes telles que YouTube, via la vidéo d'un gars qui avait autrefois posté l'ensemble de l'animé en VF sur une chaîne dédiée et qui s'est fait strike comme un malpropre par la Toei Animation. Merci tout de même à lui pour l'initiative, sa vidéo est dans la description. Bonjour Deptenio. Bonjour la Toei. 65 motherfucking strike dans la tronche. Et évidemment, ma chaîne a été clôturée instantanément. Le Royaume des couleurs n'a été vu que par quelques milliers de chanceux qui aujourd'hui n'ont que leurs souvenirs d'enfance pour les conforter. Vous faites partie un peu de l'élite, on peut dire, car ce dessin animé est
est amené tôt ou tard à forcément disparaître dans l'oubli général. C'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui et c'est grâce à vous. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Si vous avez regardé Le Royaume des couleurs, vous n'avez qu'à écrire diamant dans l'espace commentaire. Comme ça, vous pourrez vous reconnaître entre vous et discuter de tout ça. Ça peut être chouette de faire des rencontres entre fans. Mais bref, maintenant que tout cela est fait, on va pouvoir passer au dernier dessin animé. Et pour la toute première fois sur la chaîne, je me suis dit qu'il était de bon ton d'introduire pour la toute première fois un collègue vidéaste. Il a présenté ce fameux dessin animé tout récemment sur sa chaîne. Il est donc bien plus qualifié que moi pour vous en parler aujourd'hui. Attention, je sais que ce dessin animé n'est ni inconnu ni vraiment oublié, mais parfois ça fait du bien de replonger dans notre nostalgie sans trop de raisons valables. Alors dites-moi, la version animée de Jackie Chan, ça vous parle ? Jackie Chan, ou Jackie Chan Adventure, est une série animée américaine de 95 épisodes. Diffusée en 2001 en France sur Canal J et France 3, on suit le fameux Jackie, qui est ici archéologue, mais qui se retrouve malgré lui mêlé aux affaires de la Main Noire, une organisation criminelle, avec à sa tête Valmont, qui suit les ordres de Shendu, un démon sorcier dragon, rien que ça, et la Section 13, une organisation secrète qui fait partie de la police fédérale, dirigée par le Capitaine Black. La Main Noire recherche 12 talismans pour ressusciter Shendu. Quant à la Section 13, elle essaye de les empêcher. Et pour ça, elle fait appel à Jackie, le meilleur archéologue, qui lui sera épaulé par sa cousine Jade et son oncle. Mais oui, Jackie Chan! Le dessin animé, hein? Parce qu'il me semble qu'il y a un mec du même nom. Et évidemment, la série est inspirée du bonhomme, mais ajoute un côté fantastique avec ses démons et talismans magiques. Et oui, une série de grande qualité, qui était aussi badass que drôle, grâce à ses chorégraphies spectaculaires et l'humour de ses personnages. Qui fait ça? J'avais un excellent souvenir de cette série, mais en la visionnant récemment, j'ai été surpris de voir qu'elle était encore mieux. On n'oubliera pas les chara-design marquants et sa DA particulière, surtout sur les fonds avec les aplats de couleurs décalées, un peu comme Jacob finalement. Sa VF était aussi excellente, avec Pierre Tessier, pour ne citer que lui, qui fait notamment Mario et Ryan Reynolds. Et tellement d'autres. Bref, les autres comédiens de doublage sont aussi géniaux et les OST sont aussi très efficaces. Y a pas à dire, la nostalgie est efficace quand on revoit les premiers épisodes. Surtout quand on tombe sur sa tête à la fin. Et oui, à la fin, il y avait toujours un petit passage IRL où Jackie répondait à des questions posées par des enfants. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette série de dessins animés? Étant petit, j'ai toujours adoré ça. Et je crois qu'au fond de moi, je rêvais d'être un de ces personnages. Un des rares dessins animés avec des parties live action, comme Les Mystérieuses Cités d'Or par exemple, mais dans un délire complètement différent. Elle était aussi marquante pour ses personnages attachants et drôles, entre Jackie, Jade, l'oncle, Toru évidemment et le Capitaine Black. Mais aussi la prestance de Valmont, l'incompétence de ses hommes de main, Finratso et Sho, l'étrange Akfu ou Shendu et les autres démons. Surveille la petite et cache le bouclier. Où veux-tu que je cache un bouclier de cette taille-là, hein? Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs? Dommage pour le trésor perdu de... Comment déjà? Est-ce qu'on aura quand même la prime? Quelle prime? La ferme. Ah, le requin affamé avale une crevette. Miam, miam. Et bien sûr, j'en passe pas mal, comme El Toro Fuerte, Paco ou la Vipère. Donc plein de persos réussis. Et en les combinant au combat très visuel, au design propre, à l'histoire passionnante et à l'humour réussi, ça donne une série de grande qualité. Voilà, une série géniale qui renvoie sur des super souvenirs. Merci au Puits Animé pour l'invitation, et je laisserai le mot de la fin à l'oncle. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est toujours un énorme kiff de bosser sur ce format et d'enfin avoir invité un pote à se joindre à la fête. D'ailleurs, à partir de maintenant, c'est acté, dans chaque prochain épisode, j'inviterai à la fin un ou une collègue à raconter son dessin animé oublié de son enfance. Ça vous permettra de découvrir ou redécouvrir des dessins animés oubliés, mais aussi des youtubeurs. Déjà, merci à toi Vivera pour ta rapidité et ton temps. Retrouvez bien évidemment sa chaîne dans la description de cette vidéo. Il parle surtout de dessins animés et jeux vidéo qui nous ont marqués. C'est pour cela que l'avoir en premier invité était assez logique. Mais en attendant, chers amis, les 50 000 abonnés ne vont pas s'atteindre tout seuls. Vous pouvez alors dès à présent vous abonner à cette chaîne pour y remédier. Je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don via ma page Tipeee disponible
disponible dans la description. Et aussi la fonctionnalité Super Merci qui se trouve à droite du bouton j'aime, vous permettant de faire un don via l'espace commentaire. C'est fou ça! Vraiment, merci à tous ceux qui le feront. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà hâte de faire le prochain épisode car il reste des centaines de dessins animés à traiter. Et j'ai déjà ma vidéaste en tête pour celui-là. Et n'hésitez pas bien sûr à voir les épisodes précédents disponibles dans leur playlist associée. Sur ce les amis, je vous laisse, continuez de regarder de l'animation, découvrez de nouveaux dessins animés, mais surtout n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!